Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission Les Arts, Jimmy Echaquan Dubé est en studio. Et des airs de fête au Festiglace. Bonsoir et bienvenue à Les Arts Lanaudière. Notre invitée de ce soir, je suis extrêmement heureuse de pouvoir la rencontrer. Elle a brillé sous les projecteurs de Fugueuse et de Big Brother Célébrité, portant avec détermination la mission de défendre les droits des Autochtones et de partager la richesse de sa culture. Aujourd'hui, c'est avec joie que nous accueillons sur notre plateau la talentueuse Jimmy Echaquan Dubé. Allô? Coucou! Hey, oui, c'est vrai. Comment ça va? Ça va super, et toi? Ça va très bien, merci. Puis d'ailleurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Les Arts Lanaudière parce qu'il y a beaucoup de choses pour toi qui se passent dans la région de Lanaudière. Tu es très impliquée. Et avant de parler de ton implication, j'aimerais ça voir avec toi le parcours que tu as eu pour devenir, je veux dire, actrice, comédienne et conférencière. D'abord, tu n'as pas nécessairement visé une carrière de comédienne. Puis pour la première fois, j'étais étonnée d'apprendre que pour la première fois en carrière, c'est avec Fugueuse qu'on a pu te voir à la télé. Oui, c'est ça. C'était un gros mandat. C'était un gros mandat. Je me souviens, c'était genre la petite Jamie qui savait vraiment pas comment était un plateau tournant. En fait, oui, un petit peu, parce que j'étais aussi réalisatrice de courts-métrages. Mais c'est pas genre, ça n'a rien à voir. Chose, hein? Ça n'a rien à voir avec le big plateau de tournage qu'on avait genre à Fugueuse. J'ai beaucoup aimé mon expérience, puis je pense que c'était pour moi quelque chose qui m'a vraiment stressée parce que c'était quelque chose, tu sais, incarner une femme autochtone stéréotypée à l'écran, c'était vraiment un gros poids pour moi. Puis le fait que genre, je pense que à ce moment-là, quand j'ai accepté, j'ai vraiment comme pris ce flambeau-là et j'ai fait comme, you know what, si c'est pour que quelqu'un soit là, autant bien le faire. Oui, je comprends. Et est-ce que ça a été bien reçu par la communauté autochtone? Je pense que ça a vraiment été très bien reçu. Les gens ont été contents de voir quelqu'un de chez eux être affiché à l'écran comme ça. Et pour vrai, je pense à ça, puis je pense que pour beaucoup, c'était un grand pas quand même de pouvoir. Oui. Tu sais, il y a eu aussi Natacha Canapé-Fontaine dans Unité 9. C'est vrai. Mais fait que le fait que, genre, il y a eu Unité 9 et après ça, Fugueuse, ça a été vraiment quelque chose qui a ouvert les possibilités à voir des Autochtones à l'écran. Est-ce que le fait qu'on vous voit un peu plus, au moins, ça amène une certaine, une visibilité, mais on s'ouvre davantage à cette culture-là aussi? Bien, plus qu'on nous voit et plus qu'on va être adapté à nous voir. Oui. Plus qu'on nous voit et plus qu'on va vraiment, genre, se dire, OK, il y a des Autochtones qui existent encore aujourd'hui. Et ils ne vivent pas tous sur une réserve à Kanawake. Non, ou encore qui ne vivent pas tous. Oh my God, je me souviens quand j'étais une ado, là, puis mon ami était comme, vous habitez pas dans des tipis à la maison? Là, oui, c'est ça. Are you kidding me? Oui. Puis on va se le dire, on va être honnête. Tu as quand même vécu de l'intimidation, du bullying aussi, comme on dit en anglais, de la part des jeunes à l'école. Et non seulement tu te fais représentante, une fière porte-parole conférencière pour parler aux jeunes de l'intimidation et, dans le fond, des violences qui sont faites aux autres jeunes. Oui, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que ça fait mal, se faire bully quand t'es de se faire intimider quand tu es enfant, ça fait mal de se faire... Et encore plus aujourd'hui avec, justement, la cyberintimidation, parce que là, maintenant, aujourd'hui, c'est pas juste à l'école que ça va se passer, c'est aussi à la maison. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de se faire... de parler de ça, de démontrer, de démystifier des préjugés, du racisme... de démystifier les préjugés, mais aussi, genre, de contrer ce racisme-là qu'on a vécu et qu'on vit toujours à l'école. Puis, ouais. OK. Tu es aussi porte-parole pour la Semaine nationale de la prévention du suicide, ici dans Lanaudière, avec le Centre de prévention du suicide Lanaudière. Oui. Comment on t'a approché, puis comment tu as reçu l'invitation?
Ils ont demandé à mon agent, puis mon agent m'en a parlé, puis il m'a demandé si ça m'intéressait. Puis là, j'étais comme, mais oui, là, c'est vraiment comme... Le suicide dans ma communauté est vraiment c'est un sujet vraiment très difficile à aborder. Je te dirais qu'un Autochtone sur 3 a vécu un suicide comme dans leurs proches, mettons. Pour vrai, là, c'est vraiment quelque chose qui est trop présent, finalement. Qui est vraiment trop présent, oui. OK. Et puis, est-ce que toi, tu as vécu, parce que je sais que tu es d'origine Atikamekw, donc tu as grandi sur une réserve ou avec tes parents, puis ensuite tu es venu vivre ici à Joliette. Tu as vécu un peu tous ces aspects-là? Oui, bien, dans le fond, moi, j'ai vécu dans ma communauté jusqu'à l'âge de 10 ans, 9-10 ans. Et j'ai déménagé en ville, je suis retournée dans ma communauté souvent, puis à l'âge de 16 ans, je perdais ma langue, fait que j'ai décidé de retourner dans ma communauté pour... avec mes grands-parents. Et, à partir de là, j'ai vraiment comme fini mon secondaire aussi à cette place-là et je suis retournée au cégep ensuite. Wow! À Trois-Rivières. Petite question pour toi, Jamie, en tant que fière représentante des nations autochtones. Il y en a 11? 11. Est-ce que tu es capable de toutes nous les nommer? Oui, il y a Innu, OK. Inuit, Wendat, Naskapi, Kanien'kehá:ka, Mi'kmaq, Wabanaki, Anishinaabe, Wolastoqiyik, et Iwishti et Atikamekw. OK, wow! Mon Dieu! Quand même! Pour ce qui est des familles comme Iroquois ou Algonquin, j'étais tout le temps comme, sont où les Atikamekw là-dedans? Mais quand on parle de ça, on parle beaucoup de, en fait, la famille linguistique algonquine, la famille linguistique iroquoienne, qui sont complètement des nations... tu sais, c'est comme... Tu sais, genre, la grande famille linguistique iroquoienne, c'est genre Kanien'kehá:ka puis Wendat, fait que... Puis le restant, c'est genre algonquine. Là. Dans le fond, on a toutes les mêmes, un petit peu les mêmes connotations dans la langue, dans la façon de dire. Tu sais, mettons comme chez les Atikamekw, Notimik, ça veut dire forêt. Chez les Inuits, c'est Nochimit. Puis n'oublions pas aussi les Inuits qui ont vraiment leur langue, leur syllabique. Tu sais, c'est vraiment une nation... à part qui n'est ni dans la famille algonquine, ni dans la famille iroquoienne. OK. Puis si jamais on veut se renseigner davantage, puis qu'on... Oui, non, mais on avait compris. Linguistique. Puis si jamais on veut se renseigner davantage, qu'on a envie de découvrir un peu plus sur les différentes nations, communautés autochtones, est-ce qu'il y a des sites que tu nous conseilles? Il y a, je vous dirais, là, faites vos recherches sur Internet parce que, oui, on est là pour sensibiliser. Oui, on est là pour en parler. On est là pour en parler avec passion parce que... Mais on va se le dire, là, hashtag ma vie est un éternel atelier de sensibilisation. Puis si vous pouvez nous aider par quel que ce soit, genre en vous informant par vous-même, tu sais, je vous en donne un petit peu, genre petit pas bride, là, un petit peu de curiosité ici et là. Allez sur Internet, allez genre sur des sites, que ce soit, mettons... Écrivez Atikamekw sur Internet, puis vous allez ils vont vous apparaître des sites où est-ce qu'ils vont parler justement de notre historique, de notre... de la langue, de la culture. De la langue, de la culture. Il y a un site Internet, je ne me rappelle plus c'est lequel, mais il y a un site Internet qui permet de justement en savoir plus sur les nations, les différentes nations. Vous pouvez écrire Nations autochtones du Québec si vous voulez apprendre à les nommer, apprendre à mettre leurs mots dans votre bouche. Ah, ouais. Pour vrai, là, c'est vraiment... ça serait vraiment apprécié. Je lisais aussi que, justement, parce que tu avais perdu ta langue, ça t'avait renforcé à vouloir la réapprendre. Et donc, j'ai l'impression que de devenir porte-parole pour toutes ces causes-là, c'est un peu, comme tu le disais, là, être fier, porte-étendard de la communauté, de la culture, non seulement pour nous la faire connaître, mais également pour la faire connaître à tout le monde. Puis, c'est ça, être la représentante de cette communauté-là. Merci de le faire aussi bien, de le faire avec passion. Est-ce que tu peux nous parler des projets qui sont à venir pour toi? Parce qu'il y en a des beaux. Oui.
Il y a des beaux projets. Puis je pense que cette année-ci, je me concentre beaucoup à genre démarrer mes propres projets. OK. Faire quelque chose de beau à la télé. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à écrire une web-série qui n'a pas encore vraiment de nom parce que je suis encore en train de figure out comment la série va s'appeler. Mais ça va vraiment être une série portant sur l'amitié. OK. Et pour vrai, c'est juste ça que je peux dire, là, mais sinon, j'ai beaucoup... Je tiens vraiment beaucoup à cœur à ce projet-là parce que c'est quelque chose qui va complètement être différent de ce qu'on voit par rapport aux Autochtones à la télévision. Et ça va vraiment être quelque chose qui va genre faire briller les cultures autochtones, mais aussi genre notre humour. Et, oui, vraiment, le rire autochtone, vous allez voir ça à l'écran, puis ça va être magnifique. Bien, c'est le fun de la façon que tu en parles. Tu as vraiment les yeux brillants, le grand sourire. Là, je sais que tu peux pas trop nous en parler, mais de ce que j'ai l'air à comprendre, il y a de l'intergénérationnel aussi. Oui. OK. Fait que, il y a... ouais. Parce que ça aussi, on va se le dire, ça manque un peu beaucoup ça à l'écran. Oui. On a souvent les mêmes tranches d'âge. Puis c'est un peu ce que les gens reprochent aussi à la télé actuelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'intergénérationnel. Il n'y a pas beaucoup de petits ni de personnes âgées. C'est plus difficile d'essayer de mettre tout le monde dans une télésérie ou dans une web-série. Est-ce que tu penses que le web-série, ça se porte un peu mieux pour ce genre de choses-là? Je dirais que c'est une façon de voir peut-être le cinéma qu'on devrait repenser? Je pense que ça serait genre... Pour vrai, je viens de découvrir, en fait, ce qu'est une web-série. Je trouve ça vraiment super le fun parce que c'est comme un long film que tu regardes, mais genre par petits bouts. Oui. Ce qui fait que ça fait très bingeable. Tu fais genre, ça a l'air tellement intéressant, tu cliques sur le prochain. C'est vrai. Puis je trouve ça vraiment le fun de voir ce side-là, en fait, de la télévision où est-ce que, oui, c'est plus rapide, mais ça permet de faire quelques bribes de moments, quelques bribes de réalité, genre, de ce qui se passe dans la vie de ces personnages-là, mettons. Puis, je sais pas, ça a comme l'impression d'être, d'être inclus dans ce genre d'émission-là. OK. Dernière petite question pour toi. Tu as fait des apparitions à la télé, donc devant caméra. Tu es aussi réalisatrice, productrice, derrière. Tu fais un peu de tout. J'ai bien l'impression que toutes ces expériences-là vont t'aider pour cette web-série ou ce projet-là. Ouais. Puis en quoi chaque expérience t'a amené à plus? Je pense que ça m'a amené, genre, justement, à comprendre, en tant qu'actrice, quand tu reçois un texte, en fait, un texte écrit d'une série, ben, tu sais, si tu comprends pas comment c'est... Si tu ne comprends pas ton personnage et si tu ne comprends pas quel feeling elle doit avoir à ce moment-là, c'est parce que ton texte est mal écrit. OK. Fait que ça va être le problème de l'autrice. Et par chance, moi, j'avais des super autrices quand j'étais actrice. Fait que c'est comme comment je dirais ça, un petit stress de vouloir comme vraiment bien faire pour que, tu sais, genre, il faut vraiment que j'aie la tête d'une actrice quand je lis mon propre scénario. Ouais, je comprends. Parce que là, tu vas porter tous les chapeaux, finalement. Oui. OK. C'est quand même un bon challenge, un bon défi. Oui. Mais là, je ne serai pas actrice dans cette série-là. Cette série-là, je vais en fait le réaliser. J'aimerais pouvoir le réaliser. Fait que on va voir où est-ce que ça va mener, mais... Parfait. Bien, on te le souhaite. Je termine rapidement. J'avais dit que c'était ma dernière question. C'est pas vrai. J'ai menti. Big Brother, célébrité. Oui, c'est ça. On vote. Big Brother, célébrité. Oui. Ça a été une grosse expérience, ça aussi. Comment on t'a approché? Comment t'as vécu ce jeu-là? Parce que je pense que ça a été un départ crève-cœur pour toi. Tu étais vraiment dans les finalistes. Oh my. C'était En fait, c'est tellement drôle parce qu'ils m'ont dit que c'était la deuxième fois qu'on m'approchait pour cette série-là. Okay. La première année, j'en avais aucune idée, mais je pense que c'est parce que j'avais d'autres priorités. J'avais genre d'autres contrats déjà qui étaient setés cette année-là.
Fait que la deuxième fois qu'ils m'en ont parlé, puis ils m'ont dit genre, ah, tu sais, elle va être super bonne, les gens vont l'accepter, elle va aller loin dans la série. Puis j'étais comme, ah, c'est cute, mais je pense pas que je vais être aussi loin, que je vais aller aussi loin. Tu te croyais pas stratégique ou d'être capable de créer des liens avec les gens? Je me disais genre que j'allais pas être super bonne à créer justement des liens. Par chance, j'étais arrivée, par chance, entre guillemets, j'étais arrivée patronne la première semaine, ce qui fait que ça m'a permis de pouvoir parler aux gens et dire aux gens, parce que je suis sûre que ça aurait pu être moi qui aurait pu être parce que je comprenais pas tellement. J'étais un peu comme la Marie-Christine à ce moment-là. Pour moi, ça a été vraiment de très, très longs mois. Autant j'avais envie de partir, autant j'avais envie de rester et d'aller voir, et de voir jusqu'à où est-ce que je pourrais aller. Je pense que ma stratégie tout au long a été genre de créer des liens avec le plus de personnes possible afin de mettre le plus de personnes devant moi et ne pas et d'avoir tout le temps comme un vote de chaque personne avec laquelle j'étais en alliance, parce que je n'étais pas nécessairement en alliance avec ces personnes-là, mais on avait comme des affinités genre qui faisaient que, tu sais, genre... Ça peut t'aider. Oui, c'est ça. Jamais quand ça peut t'aider, mais ça peut t'aider. Parfait. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Jamie. C'était vraiment super intéressant de t'entendre. On va te souhaiter que tous tes projets fonctionnent bien. On va continuer de te suivre également. Et est-ce qu'on peut dire Koué pour bonjour et au revoir? Non. Pour au revoir, c'est Matsashi. Matsashi. Oui. OK. Bien, Matsashi. Et merci. Miigwetz. Miigwetz. Bienvenue à notre capsule sur les divers départements du service de musique du Cégep régional de Lanaudière. Éric Favreau, professeur de violon trad au Cégep de Lanaudière. Trad pour traditionnel, j'imagine? Ah oui. Parfait. Raconte-moi un petit peu le cheminement, ton cheminement. Bien, vous savez qu'ici, à Joliette, c'est le seul établissement collégial qui va offrir un programme en musique avec un profil de musique traditionnelle. Moi, j'ai la chance d'être ici depuis le début. Le programme a été ouvert en 1998. Si on retourne à là, 20 ans, que la musique traditionnelle était toujours présente, populaire Absolument. Aussi. Puis, on pense à la bottine souriante, entre autres. Tout à fait. Puis c'est quelque chose qui est toujours en effervescence. Hein. C'est comme si on vivait une espèce de petit revival depuis une vingtaine d'années, dans le sens que tu as plein de jeunes qui s'intéressent à la musique traditionnelle, que ce soit pas juste le violon, mais l'accordéon, la chanson traditionnelle. Inclure la musique traditionnelle à l'intérieur du système collégial à Joliette, bien, ça allait de soi, parce qu'on est dans la région un peu la capitale de la musique traditionnelle au Québec. Comment est-ce qu'on fait pour prendre quelqu'un qui joue du violon, disons, classique? C'est quoi l'adaptation pour que ça devienne du violon trad? Oui, bien, c'est une excellente question. Bien, en fait, c'est sûr que les étudiants qui rentrent ici, là, il y a différents niveaux d'étudiants qui vont rentrer. Quelqu'un qui a déjà étudié en musique, sérieusement en musique classique, bien, il va falloir, tout en essayant de conserver tous les acquis que cette personne-là a eus, d'ajouter d'autres choses qui va faire que cette personne-là va être un petit peu caméléon, dans le sens que tous ces réflexes de musicien classique, à quelque part, on va les atténuer, puis on va les adapter pour qu'on rentre dans l'esthétique qui est propre à la musique traditionnelle. C'est sûr qu'à la base, un étudiant qui arrive ici, il faut moindrement qu'il ait une certaine Passion. Ça c'est sûr. Ensuite, un certain niveau sur son instrument, parce que c'est sûr qu'on ne part pas quelqu'un à zéro, là.
Mais il faut qu'il y ait un certain niveau, passion et curiosité. Ça, la curiosité, là, c'est incroyable aussi que ça peut payant, nous mener. Oui. Est-ce que tu te vois comme une personne qui garde cette tradition bien vivante puis qui fait partie de ceux qui transmet, un peu comme ça se faisait peut-être à l'époque avec des mentors puis des pupilles? Bien, en fait, je dis, de façon générale, là, on pourrait dire que tout musicien traditionnel est gardien d'un savoir. Absolument. Bon. Transmetteur, oui, parce que dans le rôle d'enseignant, c'est ça, un enseignant, c'est ça, c'est un transmetteur de savoir, de connaissances. On est dans le domaine de l'oralité, principalement. Puis c'est quelque chose qui est transmis, c'est absolument fantastique. Quand on dit qu'un savoir, des savoirs, c'est transmis, on peut de génération en génération. De génération en génération, puis c'est très bien transmis, là, parce que la musique traditionnelle n'est pas en piteux état. Là. On n'est pas dans des reconstitutions, puis d'aller fouiller dans des... C'est pas de l'archéologie. C'est pas de l'archéologie, c'est encore vivant. C'est sûr qu'on a toujours la transmission de cette musique-là qui existe toujours exactement de la même façon que là, 100 ans, 150, 200 ans, c'est-à-dire par observation, par oreille, puis encore cette dynamique-là, cette façon d'apprendre, de transmettre la musique. Ça existe toujours. En venant au cégep, bien, il y a encore la possibilité aussi d'étudier en musique. Hein? Là, c'est tout le côté du savoir théorique, la culture savante, tout ça, qui est là, qui a cette possibilité-là. Donc, c'est quelque chose qui vient bonifier aussi là, tes connaissances, puis avec l'instrument, les performances aussi. Puis, quand on a des étudiants qui sont passionnés, qui sont intéressés, comme Louis-Philippe, bien, ça, c'est le fun de travailler avec quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui est attentif, qui veut avancer, qui veut découvrir, qui est là, qui t'écoute. C'est vrai qu'on n'est pas... La discipline, là, il n'y en a pas. Là, on n'a pas besoin de faire ça. On travaille dans l'agrément. On travaille, puis on s'en va sur le même chemin. Ça, c'est un autre élément qui fait que c'est satisfaisant. Là. L'année dernière a été un franc succès pour le Théâtre Hector Charland. Entre le succès estival de la pièce Le Dîner de con et la campagne Ta nouvelle flamme culturelle, rassemblant 442 artistes, l'organisation a brillé. Au total, ce sont 155 000 spectateurs qui ont été au Théâtre Hector Charland. L'année s'est clôturée avec l'accréditation Scène éco-responsable et le soutien crucial de partenaires, de philanthropes, de l'équipe et du public. Rendez-vous pour une année 2024 pleine de promesses. L'hiver aussi est propice à la découverte culturelle et au divertissement. Le Festiglas de Joliette, qui a lieu du 10 au 18 février, offre une opportunité idéale pour apprécier les sculptures de neige et danser en plein air sur une musique envoûtante. Notre collaboratrice Audrey Lagacé d'Hostie s'est rendue à l'événement. On est présentement sur le site du Festiglas qui se déroule à Joliette du 10 février jusqu'au 18 février prochain, où il y a beaucoup d'activités qui vont se passer, beaucoup aussi de danse, d'animation. On va pouvoir aller parler à Mme Sonia Hainaut qui va pouvoir nous en dire davantage. Ça doit faire une dizaine d'années que je suis impliquée dans le Festiglas, mais la première fois à ce titre-là, puis la première fois, en fait, dans cette formule-là, repensée sur les berges de la rivière l'Assomption. On ne s'est pas trompé, hein? Finalement, c'était le bon choix de se dire on va faire une programmation sur Terre, parce que sur la patinoire, ça n'aurait pas été possible. C'est certain que c'est de beaux souvenirs. La patinoire sur la rivière l'Assomption a fait la renommée du Grand Joliette pendant des années. Les gens venaient de loin pour venir en profiter. On n'est pas les seuls. En Ottawa aussi, c'est difficile. On ne peut plus ouvrir la patinoire, mais on se dit que les familles ont besoin d'activités, de sortir quand même. Fait qu'un événement familial gratuit où on peut aller s'amuser en famille, bien, je pense que c'est parfait, puis ça nous permet de profiter de l'extérieur, de profiter du soleil, puis de bouger aussi. Hein. C'est vraiment une nouvelle version d'événement qu'on a voulu festive pour les familles. Donc, il y a plein d'activités pour faire bouger les tout-petits, puis les parents, ils trouvent leur compte aussi parce que l'aménagement du site permet ça, tu sais, de passer un bel après-midi tranquille dehors.
Il y a un concours aussi de sculpture de glace pour les familles. Dites-moi en plus par rapport à ça, comment ça se déroule? C'est sur les 2 fins de semaine? En fait, aujourd'hui, on profite. La première journée du Festiglass, on a la chance de compter sur la présence de la belle gang des Crazy Québécoises. Ça, c'est des sculpteurs sur neige qui viennent de Joliette, mais qui font le tour du monde, qui se promènent avec avec leur talent, en fait. Donc aujourd'hui, ils sont venus faire 2 œuvres plus majestueuses. Là, il va y avoir un gros hibou, l'effigie du Festiglass, entre autres, à côté de la scène, mais ils ont aussi accepté d'accompagner des familles. Donc, on a une dizaine de familles qui vont avoir la chance de sculpter une œuvre durant la journée. Et effectivement, durant le reste du Festiglass, on va inviter les visiteurs à voter pour leur coup de cœur, puis on va nommer donc une sculpture gagnante à la fin du Festiglass, le dimanche prochain. C'est super. Puis pour quelqu'un qui n'a jamais été au Festiglass, ça serait quoi les 3 mots qui décriraient le mieux le Festiglass? J'ai envie de dire beigne, parce qu'on ne l'a pas dit, mais on a les fameux... Tu sais, les gens venaient de loin pour manger des beignes sur la rivière l'Assomption. Oh, ouais. Depuis 40 ans. Mais la cabane à beignes, elle est là aujourd'hui. Elle va être là durant tout le Festiglass, donc... Famille, festif. Mais j'ai juste envie de répéter, le mot gratuité, il est super important aussi. On donne de la tire à nos jeunes. Tu sais, c'est gratuit. La Ville de Joliette offre un petit coupon pour manger de la tire. Par contre, on n'offre pas de laver les manteaux de vos enfants après, malheureusement. Mais on offre de la tire gratuitement. Toutes les activités sont gratuites. Donc, je pense que juste pour ça, ça vaut la peine aujourd'hui. Ça compte beaucoup pour nos familles d'avoir la chance de faire vivre des beaux souvenirs gratuitement à nos enfants. C'est le fun. Ah, vous allez voir, c'est ma gang de petits flocons. Ah, je suis pas né dans la dernière ligne. OK. Ça va? Ça va? Tout le monde est correct? Ça va, ça va. Encore une fois, cette semaine, c'est une émission qui a passé beaucoup trop rapidement. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, vous pouvez aussi revoir tous les épisodes de Les Arts ainsi que l'entièreté de notre programmation sur notre site web, leTVRM.ca. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre infolettre. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente semaine. À la semaine prochaine.